Et si le problème, c'est moi, eh bien moi, je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça, je m'en fous. Ah là 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 là, mon ami El Gringo. C'était il y a 4 mois, Naïm. Hein. C'était il y a 4 mois. La revanche. L'Olympique de Marseille va se rendre du côté de la baie des Champs, Naïm. Et il y a des airs de revanche en l'air. Oui, ouais, je pense que nous, déjà, en tant que supporters, enfin moi, pour mon cas personnel, c'est vraiment un match que je n'ai pas digéré et j'avais coché la date du match retour depuis un moment. Et je pense que les joueurs aussi, parce que il y avait 3-0 à la mi-temps, ça a été vraiment une grosse désillusion. Et dans le vestiaire, ça avait été houleux. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, de Zerbi, on avait énormément voulu à ses joueurs. Il avait eu des mots forts. Donc, il y en a qui ont pris cher à cause de ce match-là. Ouais. On pense à Jonathan Rowe, qui n'a plus jamais finalement été titulaire après ce match-là. Ouais, il y avait Paul Lirola, je crois, qui était titulaire aussi à l'aller. Ouais, bien sûr. Naïm, tu vois, on rentre direct dans le vif du sujet, vu que tu es chaud patate. D'entrée, on va se replonger. On va se replonger le 8 novembre. Et on se retrouve face à la GIA. On est assez serein, assez confiant. On avait fait l'avant-match avec la GIA Talk. Là, on les embrasse, à nos amis. Et on est assez serein. Bon. Malheureusement, il y avait la malédiction Brassier. Eh oui, mon ami Naïm, tu vas quand même me ressortir la stat sur Brassier, parce que c'est peut-être la plus grande stat de l'histoire de Ligue 1. Ah, c'est impressionnant. Hein. On est donc à 24 matchs joués en toutes compétitions confondues. Donc les 22 de championnat plus les 2 de Coupe de France. Et sur ces 24 matchs, Brassier a commencé 9 fois titulaire. Et 13 fois, 15 fois, pardon, 13 fois en championnat et 15 fois au total, il n'était pas dans le 11 de départ. On est tout simplement invaincu quand il n'était pas dans le 11 de départ. Il y a 4 défaites sur ces 9 titularisations, ce qui est quand même impressionnant. En plus, voilà, il y avait Paris, mais il y avait surtout Strasbourg, Nice et Auxerre. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'adversité qui a fait ça. Et il est décisif à chaque fois. Ouais, et décisif sur deux de ces matchs-là. Et une moyenne de points par match en championnat qui est juste hallucinante, puisqu'elle est quasiment à 2,70 quand il n'est pas dans le 11 de départ. Et je crois qu'elle est à quelque chose comme 1,20 quand il était titulaire. Donc, c'est quand même très, très impressionnant et assez rare comme stat sur autant de matchs. On va quand même, moi je veux poser la question à tous les amis qui nous suivent, on vous embrasse à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, franchement ça nous régale toujours, mais je vais vous poser la question, est-ce que pour vous Brassier, en termes de nombre de matchs joués, carrière à l'OM, est-ce que vous le classez dans le top 3 des pires défenseurs de l'histoire de l'Olympique de Marseille? Je ne parle pas en termes de qualité ou quoi, mais de son histoire à l'OM. Moi je pense que dans son histoire il a quand même joué, mais je ne suis pas loin j'hésite entre la médaille d'argent et la médaille d'or. Vraiment, je suis proche de ces 2 médailles. Excepté Touré qui avait vraiment, sur un match, mis 2 buts contre son camp, avait été catastrophique. Lui c'est vraiment terrible parce que donc, il n'est pas bon jusqu'au match d'Auxerre où il est catastrophique, où il tue le match. Derrière, il ne joue plus, on fait quasiment que gagner. Il revient contre Strasbourg avec un match plutôt bon, donc ça lui laisse une chance de se relancer contre Nice. Et là c'est le match qu'il a expliqué. Et là, c'est la Vitinha de Monaco. Exactement. Il y a des matchs comme ça, des matchs où la carrière se termine. Et dans cette compo-là, Naïm, finalement, hormis Balerdi, et encore, en fait, la défense qui va jouer contre Auxerre, on va en parler après dans la deuxième partie, mais il n'y aura plus personne qui a joué au match aller. À son poste, on peut considérer que le seul potentiellement, ça sera Højbjerg, qui jouera au même poste et encore. C'est pas totalement ça. Mais oui, clairement, il y a même les joueurs qui seront là, comme Greenwood, Luis Enrique ou Rabiot, voire Merlin, puisque c'était une défense à 4, ils ne joueront pas au même poste qu'ils ont joué au match aller. Et on en avait déjà parlé sur un match précédent. Donc, ça montre l'énorme évolution qu'a eu cette équipe par rapport au match aller. Et cette équipe d'Auxerre, Naïm, au match aller, ils avaient fait le match parfait, la première mi-temps idéale pour toute équipe qui vient au Vélodrome. Défense, bloc, ultra bas. Naïm, contre-attaque et cadeau, bien évidemment, de Brassier qui avait permis l'ouverture du score. Et avec un joueur aussi, avec Armand Traoré et Perrin qui avait été monstrueux. Sachant qu'Armand Traoré, Naïm, de ce qu'on sait, il est sorti sur blessure contre Brest. Une petite douleur aux ischio-jambiers, on ne sait pas s'il sera disponible ou pas. Pareil avec Over aussi, qui est sorti en cours de match face à Brest. Donc, l'idée, Naïm, tu vas nous parler un peu de ce match face à Brest que tu as pu observer. Qu'est-ce que tu as vu?
Des choses un peu surprenantes parce que j'avais vu Auxerre contre Lille et contre Paris et contre Monaco, donc dans 3 gros matchs. Et ils avaient joué à chaque fois avec une défense à 5, de la même manière que contre nous. Et là, contre Brest, ils ont joué, donc tu le vois, comme dans un 4-3-3, avec une défense qui n'était pas si basse que ça. Bon, là, elle était exceptionnellement haute sur cette action-là. Mais globalement, ils n'étaient pas trop bas non plus. Tu vois qu'en phase défensive, ils vont se positionner plutôt en 4-4-2. Avec leurs 2 joueurs de devant qui vont pas presser. Alors ça, c'est une des caractéristiques d'Auxerre. Ils ne pressent quasiment jamais. Vraiment, c'est toujours, même s'ils sont des fois en position haute pour le faire, ils vont reculer et se repositionner. Et c'est vrai que ce schéma à 4, eh ben, il laisse énormément d'espace sur les côtés pour les joueurs qu'on a. Si tu as des Luis Enrique, des Wood, voire des Ditch en deuxième mi-temps qui ont autant d'espace, c'est clair que ça risque d'être beaucoup plus dangereux pour eux. Il y a des chances, à mon avis, pour qu'ils reviennent sur ce qu'ils avaient fait dans les gros matchs, c'est-à-dire que là, contre Monaco, tu le vois, une ligne de 5 derrière. Mais encore une fois, pas si bas que ça. C'est un bloc, en fait, où je pense que cette image-là, c'est celle qui l'illustre le mieux. C'est vraiment une grosse densité, une ligne de 5 derrière. Bloc médian. Ouais, bloc médian, et il ferme énormément les espaces. Comme je te disais, ils vont pas presser haut. Et en fait, tu vois, ça met beaucoup de densité dans une petite zone. Et là, c'était contre le Paris Saint-Germain. Et il y a cette action contre Paris qui est typique de ce qu'on devrait essayer de faire parfois et ce qu'on ne fait peut-être pas assez, c'est que du coup, tu vois qu'il y a quand même une grande zone dans le dos des défenseurs pour les latéraux, pour les pistons, plus précisément. On commence à le faire avec Bennacer. Et justement, dans ce match contre Saint-Etienne qui a été parfaitement maîtrisé, ce genre de ballon-là que Pacho va mettre dans le dos de la défense pour Mendes, qui sera pas très bien géré. D'ailleurs, le ballon est trop long, il arrivera jusqu'au gardien. Et ben, Balardi a eu 2 occasions de le faire contre Saint-Etienne pour Luis Enrique. Il les a pas tentés. C'est notre petite marge de progression dans un match qui est quasiment du 10 sur 10, le match contre Saint-Etienne. Je pense que surtout que Balardi a la qualité de pied, Højbjerg quand il décroche aussi, et on espère Luis Felipe bientôt qui est censé aussi avoir cette qualité-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra tenter d'améliorer un petit peu parce qu'il y a souvent les opportunités et peut-être que le match contre Auxerre, ce sera un des cas où il faudrait essayer d'appuyer sur ces zones-là. Ouais, et en tout cas, Naïm, si on reprend un petit peu les stats autour de la GIA, alors moi j'ai été choqué, Naïm, de voir cette stat-là qui est quand même incroyable. La GIA à domicile, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 5 matchs nuls. Ils perdent peu. Ils ont perdu qu'un seul match cette saison, c'était face à Monaco, à domicile. En tout début de saison en plus. En tout début de saison. Depuis, ils n'ont plus perdu ni contre Paris, ni contre. Ils ont joué à domicile contre Lille. Ils ont fait contre Lille non plus. Ils n'ont pas perdu. 0-0. Le tout premier match de la saison, c'était contre Nice et ils avaient gagné 2-1. Ouais, ils avaient gagné 2-1. Ils ont fait match nul contre Lens. Lens, vous le voyez là à l'écran. Ils avaient battu Rennes 4-0. Ouais. Et c'est vrai que, je ne vais pas dire c'est une forteresse imprenable, mais ce stade d'Auxerre, Naïm, on les connaît, ce petit stade un peu champêtre, c'est des stades assez difficiles à jouer. Et pour le moment, Saint-Etienne, Naïm, à domicile, c'est meilleur que l'Olympique de Marseille, jusqu'à maintenant. Alors, il y a plusieurs choses à nuancer. Déjà, certes, il ne perd pas, mais il ne gagne pas beaucoup, comme tu l'as montré. Oui. En fait, il faut noter qu'après nous avoir battus, la semaine d'après, ils ont battu Angers. Et depuis, ils n'ont plus gagné de match. Auxerre n'a plus gagné de match depuis novembre, Coupe de France comprise, puisqu'ils se sont fait éliminer rapidement par une petite équipe, je crois Dunkerque, si je ne dis pas de bêtises, enfin, en tout cas une équipe de division inférieure. Et donc c'est à nuancer déjà par ça et par autre chose, c'est que les matchs contre Lille et Paris, ça a tenu du miracle vraiment. Ouais. Paris a eu un nombre d'occasions incroyables. Le gardien Donovan a fait le match de sa vie. Et contre Lille a raté un penalty et un grand nombre d'occasions. Donc bon, c'est vrai, c'est une réalité. Ils ont obtenu 2 fois le 0-0, mais c'est le genre de match que s'ils avaient joué 10 fois, ils l'auraient perdu 9 fois. On n'est plus du tout dans la même dynamique qu'au match aller où ils étaient en pleine confiance et en pleine réussite et nous en plein doute. Là, on est quasiment dans la situation inverse. Et au match aller, Naïm, je te souviens bien, moi je me souviens de 3 joueurs qui avaient surnagé sur ce match-là. Il y avait Gédéon Mensah, le latéral gauche, qui avait été monstrueux. Greenwood avait fait un match catastrophique. Il y avait Armand Traoré, donc Junior. Tu t'appelles Armand Traoré?
Je ne sais pas si c'est Armand. Non, c'est. Armand Traoré, c'est celui de Paris. Hein. Ouais, Armand Traoré, c'est celui de Paris. Non, c'est Junior Traoré, mais Ahmed Junior Traoré, je crois. Ahmed Junior, ouais. Et Perrin, qui avait été aussi monstrueux, c'est un très très bon joueur. Perrin qui a été le meilleur joueur d'Auxerre contre Brest. Ouais, c'est un très très bon joueur. Il a été formé à Lyon. Et Sinaeko aussi avait fait très très mal à notre ami Brassier. On va retrouver peut-être une équipe qui va ressembler. Alors, Naïm, si Traoré est absent, c'est un énorme coup dur parce que c'est leur meilleur buteur. Il a 9 buts cette saison. Vu qu'il est sorti quand même musculairement quand on sort à la mi-temps d'un match, il y a très peu de chances, Naïm, que tu reviennes la semaine d'après. Hein. Une semaine, c'est très léger selon le type de blessure musculaire. Donc, on va s'attendre, Naïm, face à Auxerre, à un match qui sera difficile, qui sera âpre. Ils vont laisser le ballon, ça, c'est aucun problème avec ça. Ils vont jouer bloc bas. La question maintenant, Naïm, c'est quoi le danger côté Auxerre si Traoré est absent, par exemple? Oui, alors, il y a vraiment les 2 buts qu'ils ont marqués contre Brest sont très révélateurs de ce qui nous attend et des dangers d'Auxerre. Donc, moi, clairement, je m'attends à un match qu'on surdomine, qu'on les accule et qu'on les empêche de jouer un peu comme Angers. Et en se disant, le moment, ce qui va déterminer, c'est le moment où on fera sauter le coffre-fort auxerrois. Mais attention, parce que je pense quand même beaucoup plus dangereux qu'eux pour 2 raisons. Donc, ils ont 2 facettes vraiment qu'ils ont montré contre Brest. Un, c'est le jeu long. Clairement, ils s'embêtent pas à construire de l'arrière. Dès qu'ils ont un ballon, ils l'envoient devant avec les 3 de devant. Tu as le Canadien Berg qui est très, très bon de la tête. Et tu vois ici Perrin qui a été très intelligent au lieu qui a vraiment senti incroyablement le jeu, qui est rentré intérieur. Alors que sur ce genre de ballon, on aurait pu penser qu'il aurait pu continuer sur la droite. Et le ballon, effectivement, après 2 duels aériens, va se retrouver dans cette zone-là. Et ça va permettre de conclure. Et donc, ça c'est la première facette. Et, il faudra, si Cornelius joue, par exemple, je pense qu'il sera très important dans ce domaine parce que Cornelius est excellent de la tête. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs de tu vois, là, on va en parler après. La deuxième partie, on parlera de la compo de l'OM parce qu'il y a un vrai débat là au sujet de la compo. Plus sur exactement. Mais c'est un domaine où il faudra faire attention. Vraiment, le jeu aérien sur ces longs ballons parce qu'ils n'hésitent pas, dès le gardien, Donovan n'hésite pas à aller chercher directement les attaquants devant. La deuxième partie, bon, je pense que c'est celle que les gens connaissent le plus et s'attendent le plus, c'est bien sûr la transition rapide sur une récupération. Là, Brest qui essaie de construire, on demande et on se rend compte que tu vois, il te reste qu'un seul Brestois vraiment pour être capable de contrer ces phases rapides. Et c'est ce qui s'était passé à l'aller où on se faisait trop transpercer dans l'axe. Et c'est ce qui a totalement changé la modification tactique de De Zerbi. C'est après ce match qu'il a changé. C'est après ce match. C'est après ce match et le fait d'avoir Rabiot, Rongier et Højbjerg au milieu, maintenant, on se fait plus du tout transpercer sur ce genre de ballon. On a toujours quelqu'un à la récupération. Là, c'est pas le cas côté brestois. Et on voit, tu vois, que tu as 4 Auxerrois qui se projettent très rapidement vers l'avant parce que c'est leur plan de jeu. Tu parlais de Mensah. Il est parti de très, très loin pour offrir une solution et des doublés. Et c'est lui qui va centrer. Bon, il y a quand même un petit concours de circonstances, ça rebondit, un petit exploit derrière de Perrin, mais ça fait but. Et clairement, c'est les 2 phases dangereuses d'Auxerre. Un, le jeu long, ils n'hésitent pas. Dès le gardien, dès les centraux, ils envoient des longs ballons sur Berg ou s'il y a Noko devant. Et après, derrière, ça suit. Faudrait être très, très bon à la fois sur le duel aérien et sur les deuxièmes ballons. Et par contre, les transitions rapides, ça, on est habitué. Hein, quasiment toutes les équipes qui jouent contre nous font ça. Ouais, c'est la Ligue 1. Et tu as oublié un danger, Naïm. Je pense que tu l'as oublié. Un danger qui a été nommé par la LFP. Oui, Jérémy Stinard qui sera non pas à la VAR, non pas à la vidéo à la VAR, mais qui sera au sifflet au Vélodrome. De toute façon, au plus c'est gros, plus ça passe, Naïm. On va pas. J'ai pas envie qu'on épilogue là-dessus, Naïm, sur l'arbitrage. On en a assez dit, on en a assez fait. Et les autres médias s'en chargent maintenant. On n'a même plus besoin d'en parler. Parce qu'on voit ce qui est rare. Ce qui est rare, on voit que les joueurs, les anciens joueurs par contre, qui n'hésitent pas à prendre la parole, que ce soit Mikou. Ah, mais même Riolo, il a dit là où un Flo Gautreau est toujours en train de dire mais non, il n'y a pas de complot, c'est l'arbitrage, on se plaint pour rien. Je sais pas, honnêtement, je vais pas te dire qu'il y a un complot, j'en sais rien. On n'est pas dans les instances. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est au minimum un manque d'intelligence de mettre cet arbitre sur ce match-là. Et ça, c'est au minimum. Et moi, je pense que c'est plutôt un moyen d'envoyer un message en disant, voilà, autant que vous voulez, on fera ce qu'on veut. Et donc là, la vraie question, Naïm, qui se pose, on va la mettre, la vraie question qui se pose, c'est la compo. C'est la compo parce que pour la deuxième fois de la saison, bon, oublions les expulsions, mais Balerdi sera absent sur, encore une fois, un carton jaune qui est totalement inexistant contre Angers.
Mais vraiment, alors celui-là, je ne comprends pas pourquoi on peut annuler un rouge, on ne peut pas annuler des jaunes qui sont inexistants. Mais celui-là, franchement, c'est inexistant. Et ça se pose la question, Naïm. Je trouve que les gens sont extrêmement durs avec la défense de l'Olympique de Marseille. Alors, Naïm, c'est quoi ta vision à toi? Parce que, allez, mets-moi quand même les 2-3 médias qui parlent de la défense de l'OM. Ouais, clairement. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. On va voir deux exemples. Alors, d'abord, un sur Winamax. Une attaque très perfectible dans l'animation et une défense médiocre. Donc là, il a utilisé le mot médiocre pour qualifier la défense. Première chose, ce que je trouve vraiment très fort, c'est après le match d'Angers. C'est pas du début de saison. Là, par contre, on va avoir un extrait qui est plus en début de saison. Ou El Capitano, comme je l'appelle depuis ce week-end, et Balerdi dans l'équipe de l'OM, je pense que c'est qu'il y a un gros problème au niveau de l'effectif et au niveau du leadership. Donc là, tu as deux exemples, donc un plus en début de saison et un très récent, avec des mots forts. Médiocre pour qualifier la défense de l'OM, je trouve que c'est totalement faux. Donc, on va partir de notre stratégie défensive. Donc, on joue avec 3 défenseurs, Murillo, Balerdi et pour l'instant Cornelius, parce que Kondogbia s'est blessé, que Luis Felipe n'est pas disponible. Peut-être que ça pourra changer. Les 2 autres, en tout cas, sont titulaires indiscutables. Pour moi, clairement, Murillo et Balerdi sont 2 très bons défenseurs, mais vraiment très bons. Murillo, la stat, c'est le joueur qui a gagné le plus de duels aériens cette saison, non pas que en Ligue 1, je crois. On n'est pas loin d'une stat en Europe, quoi. Ouais, je crois que c'est dans les 5 grands championnats, il y avait une stat dans le genre, ou en tout cas où il était bien placé. Mais Murillo, je suis vraiment très content parce que nous, depuis le début de l'année, on en parle. Et là, en même pas un mois, il y a au moins 3 ou 4 sites ou médias qui ont fait un article en parlant de lui, en disant que c'était un joueur sous-estimé, etc. Donc pour moi, Murillo, c'est non seulement un très bon joueur de par ses qualités, c'est-à-dire qu'il est quand même dur à passer en 1 contre 1. Je ne me souviens pas l'avoir vu très souvent se faire martyriser par un attaquant. On se souvient qu'il avait très bien maîtrisé un Barcola qui était à ce moment-là peut-être le meilleur joueur du championnat, ou en tout cas pas loin. Il va vite, il est bon dans le duel, il est bon dans la passe et il est en perpétuel, une solution perpétuelle pour les joueurs. Il crée en fait un poste à lui seul. Il combine le rôle de défenseur central et d'arrière latéral droit. Donc Murillo, c'est très fort. Et c'est important de le préciser. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse quelque chose avec Naïm, une vidéo vraiment spéciale Murillo, parce que je pense que Naïm, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir quel est l'apport monumental de Murillo dans ce système, parce que c'est le seul joueur en Ligue 1 qui fait ce que fait Murillo. Faut comprendre ça. C'est pas juste un bon joueur qui gagne ses duels défensifs, qui est bon dans le duel. Ce que fait Murillo cette saison, aucun joueur de Ligue 1 ne le fait. Et je pense qu'il y en a très peu qui ont les capacités pour le faire, que ce soit technique ou physique. Et si Murillo a quand même depuis quelques semaines beaucoup plus de personnes qui vont dans notre sens et qui disent que finalement c'est vrai, c'est quand même un bon joueur, qu'il est surprenant, etc. Il y en a un autre qui est pour moi encore beaucoup trop critiqué, c'est Balerdi, parce que pour moi, comme je te le disais, je pense que c'est quand même avant tout une question d'ego. Il y a des gens qui l'ont assassiné pendant des années et qui ont du mal à dire aujourd'hui qu'il est bon. C'est exactement ce que fait Diaz sur RMC. Il fait la même chose avec Rouli. Et il disait en début de saison que Rouli était bidon. Et maintenant, il te dit ouais, ça va sans plus. Parce qu'il n'a pas. Est-ce qu'on peut dire que Balerdi fait une grosse saison, Naïm ? Moi, je trouve qu'il fait une très bonne saison. Et peut-être qu'il y a eu des périodes moins bien, mais en même temps que toute l'équipe. Et surtout, il faut le mettre en corrélation avec ce qu'il doit faire. Encore une fois, un peu à l'image de Murillo, il a un rôle qui est quasiment unique en France. C'est à la fois être le premier relanceur. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe où ton libéro est le joueur qui touche le plus de ballons dans les matchs ou pas loin. Si je ne dis pas de bêtises, il y a des matchs où il touchait plus de 100 ballons. Il doit être le premier relanceur. On joue très haut. Il doit couvrir toute la défense. Il a la vitesse pour le faire. Et c'est là où on touche un point sensible. C'est que dans les remplaçants potentiels, donc potentiellement Cornelius ou Kondogbia, si Luis Felipe n'est pas disponible. Luis Felipe qu'on n'a pas vu, qui est présenté comme assez rapide, mais on n'en sait rien. Ce sont des joueurs qui ne vont pas vite. Un cadeau pour Luis Felipe. Premier match à la Baie des Champs, face à une équipe où la transition rapide avec des attaquants puissants et explosifs. C'est sûr, mais s'il a vraiment la vitesse dont nous a parlé Ravanelli pendant sa présentation, ça serait important. C'est indispensable. C'est parce que Cornelius, c'est très lent. Kondogbia, c'est très lent. Et en fait, il y a quand même Murillo. Mais Murillo, comme on le voit régulièrement. C'est pas un libéraux.
C'est pas un libéraux, c'est lui, au contraire, qui vient dans le cœur du jeu. J'ai vu passer des choses sur les réseaux, Naïm, on va s'attarder un petit peu là-dessus. J'ai vu passer des choses sur mais pourquoi pas Rongier derrière. Ouais, je pense qu'on se base, ceux qui proposent ça se basent sur le match de Paris, hein, qui était une des références de ces 20 ou 30 dernières années en termes de qualité du match pour l'OM, où il avait été exceptionnel, clairement. On pourrait voir Rongier libéraux Il y a deux choses. Un, Paris n'avait pas d'attaquant de vitesse. C'était Neymar et Messi qui jouaient devant, donc c'était plus simple pour nous de trouver cette profondeur-là. Et au bout d'une minute de jeu, ou de quelques minutes de jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, mais il y a Nuno Mendes qui part seul à la cage, justement parce qu'il prend de vitesse toute la défense. Et il a fallu un gros arrêt de Paul Lopez pour pas qu'on soit mené de près. Donc il y aurait quand même ce côté négatif-là avec Rongier qui serait très haut, parce que aussi intelligent et bon tactiquement que soit Rongier, un attaquant qui va vite et qui part avec 50 mètres devant lui, si tu vas pas vite, tu ne peux pas le rattraper. Et pareil, on parle d'Højbjerg aussi, Naïm. On dit pourquoi pas Højbjerg derrière. Alors Højbjerg, quand il a joué dans la défense face à Strasbourg, il n'a pas joué dans l'axe central. Il a joué dans l'axe droit comme Murillo. C'est pas la même chose. Dans le système de De Zerbi, il faut vraiment dissocier le poste de Murillo de celui de Balerdi, voire même de celui de Cornelius. Non, c'est un rôle vraiment spécifique. Hein. C'est sûr. Mais après, Rongier, clairement, il aurait la qualité de première relance. Qui est très importante quand même dans ce système-là. Il a sa lecture du jeu qui permettrait de couper certaines actions assez tôt avant justement que les attaquants prennent de la vitesse, mais on serait quand même exposé sur la profondeur. Ça reste compliqué. Moi, je pense que malheureusement, on n'a pas sur ce match, à moins, comme je disais, que Luis Felipe soit une révélation et qu'il dès le premier match, il nous montre. C'est possible qu'il y soit, hein, de ce qu'on entend, il est remis, il s'entraîne. À l'instant où on tourne la vidéo, on n'a pas l'info. Peut-être que quand les gens la verront, ils l'auront. Espérons qu'on l'aura vendredi à la conférence de presse. Mais à l'instant où on tourne, les gars, on n'a pas l'info. Mais en tout cas, on espère qu'il sera titulaire. Mais quid de Kondogbia, finalement? Est-ce qu'on pourrait voir Kondogbia? Parce que qualité de relance, c'est pas mal. Après, dans le duel, c'est bon. Kondogbia, c'est dur. Mais dans le dos, vitesse, etc., c'est pas un défenseur central. C'est ça. À la rigueur, Rongier va un peu plus vite que Kondogbia et Cornelius. Donc, sans être rapide, il couvrirait un poil plus. C'est compliqué. Je pense que la meilleure solution, malheureusement, comme je te disais, à part si Luis Felipe joue et en plus va vite et en plus est très bon, donc ça fait quand même beaucoup de beaucoup de conditionnels. La solution, c'est clairement d'avoir le pressing qu'on a depuis quelques matchs, d'être capable de les étouffer dès le début en fait et de les forcer à dégager des longs ballons qui ne seront pas réceptionnés, qu'on récupérera plus facilement comme ça. Parce que vraiment, moi, je pense que Balerdi, c'est un des joueurs les plus importants de l'effectif, pas le plus fort, mais le plus important parce que, comme je disais, au milieu, si demain tu n'as pas Bennacer ou Højbjerg, aussi bon qu'il soit, tu sais que Rongier, ça te fait moins perdre en qualité que quand Balerdi est là. Il y a des postes, Naïm, qui sont difficiles à remplacer. Parce qu'il a trop de qualité, Balerdi. La réalité, c'est ça. C'est qu'on peut ne pas l'aimer, mais il a trop de qualité. J'entends beaucoup de critiques sur Greenwood en ce moment, à croire que certains regardent les matchs que par le prisme de la performance individuelle et que le collectif n'existe pas. Sauf que c'est 99% de ce que demande l'entraîneur, c'est que le collectif soit plus fort que l'individualité cette saison. Et c'est ce qui est le cas. Alors, il est moins flamboyant quand il est plein axe parce que il joue beaucoup dos au jeu, parce qu'il a 2 joueurs sur lui, mais il est toujours très très important dans l'orientation du jeu, dans les remises en une, et même maintenant dans le pressing aussi, parce qu'il lance aussi le pressing. Donc, un peu de respect, mesdames et messieurs, sur Greenwood, parce que ça reste un excellent joueur. On aimerait tous qu'il fasse double passement de jambes, fin de frappe et lucarne, mais le football d'aujourd'hui, malheureusement. Et son nouveau poste le mettra moins dans cette position-là. Mais ce que fait Greenwood en termes d'orientation de jeu et de maîtrise technique, c'est contre Auxerre, contre Saint-Etienne, c'était magnifique. Les critiques sur Greenwood sont aussi très très dures en ce moment, je trouve. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont négatifs et dans une période où ça va aussi bien, il faut quand même trouver des choses à dire. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur cet avant-match face à la GIA. Naïm, ton prono? Écoute, au tout début, pour être honnête, avec l'absence de Balerdi, je le sentais pas très bien. Je sentais le Bourbier, le match nul là-bas. Mais là, déjà avec Traoré, qui potentiellement ne serait pas là, plus après avoir analysé Auxerre contre Brest et avoir vu leur série de non-victoires actuellement, je le sens beaucoup mieux. Et je pense qu'on va gagner là-bas. Je vois bien un petit scénario à la Angers, un petit 2-0.
Ouais, gourmand. Ouais, moi, je vois bien un 2-1 ou un 3-2, parce que je pense qu'on va encaisser probablement un but sur une transition rapide, parce que j'ai vraiment peur, moi, de l'axe central. Mais on a une telle maîtrise technique maintenant avec Bennacer et au milieu de terrain, je pense qu'on a passé un step supérieur, même si Rongier, tout le monde le sait, nous, on aime beaucoup Rongier ici à la Minute-Web comme l'ensemble des joueurs, mais je trouve qu'on n'aime pas quand Rongier subit un traitement qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il produit sur le terrain. Je vois bien une victoire de l'Olympique de Marseille et j'ai envie de revoir cette équipe. Naïm, c'est trop court, c'est trop long, une semaine à chaque fois entre les matchs. On a envie de revoir les titulaires et les remplaçants, parce que j'ai envie de revoir des titres rentrés. Parce que exactement, on veut voir. Moi, j'aime beaucoup. Je vais le répéter, mais ce que nous fait Bilal Nadir en ce moment sur ses entrées, c'est très, très, très intéressant. Un jeune du centre de formation, pour une fois, il faut le dire. En tout cas, on a hâte d'y être. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de partager, de liker, de mettre vos commentaires. Vous nous donnez une force incroyable. On sait qu'on n'est pas un média traditionnel. Naïm et moi, on aime le foot depuis qu'on est né. On est ensemble depuis plus de 20 ans maintenant sur les terrains de près ou de loin. On a des titres à notre actif. C'est vrai. Internationaux. Pas mal de titres importants. Et si vous voulez, on pourra se défier, les gars. Si un jour on organise un tournoi, on pourra s'amuser. Puis il nous en reste un peu dans les jambes, même si on commence à avoir la barbe qui blanchit. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end et surtout, rendez-vous samedi à 21h pour le match face à Auxerre. Ça va être un très gros match. Et surtout, allez l'OM, les gars. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.